Oui, bonjour à tous. Enchantée. Donc, je suis Claire Juillard, sociologue, et je m'occupe en tant que consultante et chercheuse de marché immobilier essentiellement. Donc aujourd'hui, je viens vous parler d'exode urbain. Alors vous avez peut-être trouvé que le sujet est un peu réchauffé. L'idée, c'est de vous montrer l'intérêt de se pencher de nouveau sur ce sujet. Il n'y a pas longtemps encore, et je suis sûre qu'il vous brûlait les lèvres. En tout cas, on était très très nombreux à en parler. D'ailleurs, c'est ce qui a suscité la recherche dont je vais vous partager aujourd'hui les résultats. Et puis alors aujourd'hui, on en parle éventuellement un petit peu moins, mais on parle d'un autre effet supposé de crise au pluriel, de la crise énergétique, de la crise géopolitique, de l'inflation, blablabla, en disant bah non, au fond, on n'est plus dans l'anecdote urbaine, maintenant on revient en ville. Et en fait, l'idée de cette conférence, si je puis dire, c'est l'idée d'une mise en garde dans l'interprétation, la lecture des effets de crise. En fait, voilà, la crise, elle a tendance à entourer ce qui nous entoure, j'allais dire, d'un effet de flou. Et voilà, j'espère vous convaincre que en prenant les bonnes lunettes et en l'occurrence en faisant le pari de l'exploitation de données un petit peu nouvelles, on pouvait un peu ôter ce flou et gagner en netteté et en compréhension de ces effets de crise. Donc, l'exode urbain dans le contexte de la crise sanitaire qui est pas si loin que nous. Alors, en fait, on est parti d'une question qui nous a été adressée dans le cadre d'un appel d'offres de recherche publique émis par POPSU, qui est une espèce d'émanation du ministère de la Transition écologique notamment, avec le financement du réseau rural français. L'idée, c'était 2 ans après le surgissement de la crise sanitaire, de se poser la question de savoir si oui ou non elle avait vraiment donner lieu à un exode urbain en France, tel qu'on en a énormément parlé dès le surgissement de la crise. Je suis sûre que vous en souvenez sans aucune difficulté. Donc nous, on s'est positionné, alors quand je dis nous, c'est avec Alexandre Coulondre, qui est un de mes co-auteurs, également sociologue et chercheur au LATS, et puis Marianne Bléau, qui aujourd'hui s'occupe du département data et économie du CREDOC. On a donc formé voilà, d'un trinôme de recherche pour s'emparer de cette question, et on a proposé au ministère d'y répondre sous la forme d'une réponse quantitative. Voilà, donc on s'est attaqué aux données pour essayer de voir de quelle manière on pouvait mesurer cet exode. On était en 2021. Donc on avait encore très peu de recul statistique, je dirais, sur ce phénomène. Donc voilà, on s'est proposé d'essayer d'en apporter un tout petit peu, autant que possible. Alors, en faisant cette proposition, on s'est collé à un sacré défi, un défi méthodologique, mais aussi un défi conceptuel. Le défi méthodologique qui tenait essentiellement au fait que en fait, les données publiques qu'on a l'habitude de manier pour parler de marché immobilier et pour parler également de mobilité résidentielle, eh bien, elles n'étaient pas disponibles. Vous le savez, elles mettent du temps à remonter et à être consolidées. Donc, on n'en avait pas. Et du coup, il a fallu aller voir ailleurs, si je puis dire. Et l'idée qu'on a eue, c'est de monter un partenariat avec Le Bon Coin, avec qui on était en discussion depuis un petit bout de temps sur d'autres projets. Voilà. Et le partenariat consistant effectivement à nous délivrer un jeu de données assez phénoménal. Je vais y revenir dans une seconde. Il y avait un autre défi, pardon, il était d'ordre plus conceptuel, pardon. La question, c'était au fond, parce qu'il fallait l'objectiver en passant par les chiffres, par cet effort de statistique. C'est en fait comment est-ce qu'on cerne l'urbain, comment est-ce qu'on cerne la campagne, le rural, et comment est-ce qu'on cerne un exode, quoi. À quel point on peut parler d'exode et de quoi parle-t-on. Donc, ça paraît assez évident, mais en fait, quand on se pose la question en prenant toutes les précautions méthodologiques nécessaires, on se rend compte que, en tout cas, on ne peut pas faire l'économie de poser une définition de ces concepts, de ces catégories d'analyse un peu toutes faites. Donc, je vous dirai comment est-ce qu'on s'en est dépatouillé de ces défis-là. Donc, le partenariat avec Le Bon Coin, ce
qu'on aimait bien avec Le Bon Coin, c'est que, évidemment, il faisait dans la donnée massive. Le Bon Coin, c'est le premier portail d'annonces immobilières en France. Il enregistre à peu près 14 millions de visiteurs uniques par mois sur ses pages immobilières en particulier. Il est en ceci le premier portail immobilier en France, loin devant ses concurrents et loin devant Se Loger, qui est le deuxième de la hiérarchie, avec 6,5 millions de visiteurs uniques par mois. Donc avec Le Bon Coin, on avait le plus gros. On trouvait que c'était pas mal. Et puis, on avait un truc dont on se souciait pas mal, c'est qu'on avait une assez bonne représentation sociodémographique et territoriale de la population, ce qui n'est pas le cas de tous les portails. On a des portails, et notamment des leaders en matière de data immobilière, tels que Meilleurs Agents, qui sont beaucoup plus métropolitains. Ce n'était pas le cas du Bon Coin, et donc on s'est dit que... qu'étant donné que l'enjeu, c'est de regarder ce qui se passait dans le rural, donc à l'échelle de communes ou de regroupements de communes petits, d'avoir une bonne représentativité, c'était plutôt pas mal. Au final, on a exploité 3 ans de données qui représentaient 3,5 milliards d'observations statistiques relatives aux annonces des biens à vendre et à leur consultation par les internautes. Sachant que la période qu'on a retenue pour effectuer notre recherche, elle s'étalait donc de 2019, qu'on a considéré comme notre année de référence, à 2021, puisqu'on en était là, et qu'on pouvait tout de même considérer que fin 2021, on était quand même pas loin de la fin de la crise sanitaire. En tout cas, on avait passé le cœur du cyclone, quoi, si je puis dire. Donc voilà. Hop. Donc avec les données Le Bon Coin, on faisait l'expérience de données nouvelles pour nous. Pas seulement pour nous, hein, on est encore assez peu nombreux à les utiliser. Donc des données dites non conventionnelles. Il y a peu de recherches qui utilisent encore ces données. On en a fait le tour. Et on a notamment relevé les limites que ces recherches pointaient, les limites de ces données non conventionnelles qu'elles pointaient. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle, on peut aller très très rapidement avec des données conventionnelles. Alors, je me permets d'en parler parce qu'on est quand même à l'Oloma. À l'Oloma, on fabrique des chiffres. Et donc, voilà, je me suis dit, au fond, ça avait un peu de sens d'ouvrir avec vous, auprès de vous, un petit peu notre petite boîte à outils pour construire ces données sur l'exode urbain. Donc, les données conventionnelles, des données prêtes à porter, plutôt que sur mesure, telles qu'on a coutume de les exploiter. Donc, des données, en gros, qui ne sont pas faites pour être exploitées à des fins statistiques. Il faut s'en accommoder. On a évidemment, avec ces données non conventionnelles, des données incomplètes. Typiquement, quand on exploite des données de navigation, on n'a pas de profil sociodémographique. Dans l'équipe, il y a une dominante de sociologues. On n'est pas habitué à se passer de ces profils-là. Vous verrez comment est-ce qu'on y a en partie remédié. On a également des données isolées. L'idée, c'est que en fait, quand on accède aux données de navigation d'un portail, d'une plateforme, en fait, on reste complètement aveugle à ce qui se passe sur les autres plateformes. Alors même que ce qui se passe sur les autres plateformes, les comportements des internautes sur les autres plateformes peuvent avoir une influence sur le comportement des internautes sur la plateforme qu'on observe. On a aussi des données que la littérature qualifie de dérivantes. En gros, alors, on n'était pas tellement concerné par ce problème parce qu'en travaillant sur 3 années, on pouvait faire l'hypothèse que les données sur lesquelles on travaillait avaient une certaine homogénéité. En l'occurrence, on pouvait faire l'hypothèse que les équipes de data scientists du Bon Coin n'avaient pas introduit de modifications techniques, même dans leurs services, dans leurs produits, qui auraient pu être de nature à en fait faire évoluer la data qu'on exploitait. Et puis, on a aussi des données qui sont perturbées par les algorithmes et leur influence sur les comportements, puisque quand vous allez consulter des biens à vendre sur un portail d'annonces, en fait, on vous donne à voir en gros des annonces qui ressemblent déjà un peu à celles que vous avez déjà consultées, en premier lieu, évidemment.
Donc voilà pour ces limites dont il a fallu un petit peu s'accommoder. Alors quand on a testé les données, on s'est rendu compte que dans un premier temps, que tout ce qu'on arrivait à en retirer comme chiffres clés sur le marché, sur l'évolution de l'offre, sur l'évolution de la demande, on y reviendra. Eh bien, tout ça avait l'air assez cohérent par rapport à l'idée qu'on pouvait s'en faire a priori, qu'on pouvait s'en faire aussi à partir de notre connaissance du marché. Mais bon, voilà, on avait quand même là des biais dont il fallait tenir compte. Les avantages, donc évidemment, on a affaire à des données massives, donc ça permet de brasser très, très, très largement. Des données massives qui sont très profondes parce que évidemment elles recouvrent un nombre très, très élevé d'observations statistiques. Et puis elles sont également très larges dans le sens où, en général, elles sont associées à un nombre de variables assez considérable. Évidemment, ces données, elles sont disponibles en temps réel, donc elles nous permettaient au moins de nous départir, de lever cet obstacle, de dépasser cet obstacle lié à la disponibilité des données, elles, dites conventionnelles, celles auxquelles on est tous habitués. Et puis, autre avantage immense, elles permettent au fond de construire des indicateurs encore assez rares, ou en tout cas de s'emparer de manière un petit peu originale, un peu nouvelle, de la demande potentielle de logement, d'une demande qui est moins dépendante des conditions de marché que la demande, je dirais, placée, telle qu'on la qualifie en immobilier tertiaire. Donc du coup, on est là plus proche d'aspiration. On pourrait même se dire qu'avec ces données-là, on peut attraper du rêve. Alors vous verrez que on ne sait pas si nos internautes ont beaucoup rêvé ou pas en surfant sur les sites, enfin sur les pages du Bon Coin pendant la crise sanitaire, mais vous verrez que bon, même s'ils ont rêvé, on est loin de ce qu'on avait pu imaginer. En tout cas, on capte de la demande potentielle et ça, c'est nouveau. Ça a été très intéressant dans le cadre de ce projet-là et il se trouve qu'on continue d'explorer toutes ces pistes-là parce qu'au fond, la demande, on la connaît assez mal. Voilà. Et puis, par ailleurs, quand on travaille sur des données de navigation, il se trouve qu'on a une géolocalisation très, très fine, à la fois des internautes au moment où ils consultent les biens et en même temps des biens qu'ils consultent, ce qui nous a permis de reconstituer le réseau géographique complet à l'échelle de la France sur ces 3 années que je vous ai décrites, des intentions d'achat de logements en France. Voilà, donc c'est ce réseau géographique d'intention dont il va être question aujourd'hui. C'est celui-ci qu'on a reconstruit et sur lequel on a pris appui pour essayer d'apporter des éléments de réponse à cette question de l'exode urbain. Y en a-t-il eu, oui ou non? Alors, encore une petite spécification technique, ce sera la dernière. En fait, la difficulté de nos données, c'est que du coup, elles étaient massives et que les flux qu'on devait capter, ils étaient extrêmement dispersés. Donc, manier des données massives pour reconstituer du flux extrêmement dispersé, c'était un peu peine perdue. Enfin, techniquement, ça peut se faire, mais ça ne créait pas beaucoup de sens. Donc, en fait, ce qu'on a dû faire, c'est agréger nos données pour les lire de manière plus aisée, pour leur donner sens. Et donc, voilà, on a fait le choix de travailler à une échelle multicommunale. Et ce qu'on a fait, après avoir exploré un peu l'ensemble des zonages à disposition, et notamment, évidemment, les zonages de l'INSEE, en fait, on s'est penché sur les mailles habitat du SDES. Alors, j'ai plus l'acronyme exactement en tête, je l'avais dans mes notes, mais j'ai quitté mes notes. Vous le connaissez, le SDES? C'est le service d'observation et de statistiques du ministère de la Transition écologique. En gros, je ne connais pas exactement l'acronyme, mais bon. Donc, il produit de la data et il a produit un maillage, donc un zonage,
qui nous paraissait particulièrement intéressant. Alors déjà, il répondait à cet impératif qui était celui du regroupement multicommunal. En fait, les mailles Habitat, elles regroupent 40 communes, en tout cas dans la version qu'on a retenue du maillage. Et elle regroupe environ 40 000 habitants. Donc on avait là des ensembles qui nous paraissaient plus gérables. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ces ensembles, ils sont constitués sur des critères habitat, logement et marché immobilier. Ce qui nous paraissait plutôt assez pertinent pour s'emparer de cette question, au fond, de l'effet de la crise sur les marchés immobiliers. De manière très spécifique, en fait, il se trouve que les critères les plus discriminants, ceux qui sont les plus déterminants dans le regroupement de ces communes, ils parlent essentiellement de tensions immobilières. Ils vont parler de taux de transaction, ils vont parler évidemment de pouvoir d'achat immobilier, ils vont parler de vacances, ils vont parler de taux de résidence secondaire, etc. Et tout ça avait, à notre sens, pas mal de résultats. Alors, l'inconvénient, c'est qu'évidemment, ils ne recoupent ni les zonages administratifs. Donc, en gros, fini le découpage administratif de la France. Ils ne regroupent pas non plus les zonages, les découpages politiques. Aujourd'hui, on doit d'ailleurs travailler à une nouvelle exploitation pour la région Bourgogne-Franche-Comté. On va avoir un peu du mal à superposer notre maillage avec ces EPCI qui évidemment ont beaucoup de sens pour une collectivité. Mais on va s'y coller, mais ce ne sera pas parfait. Et puis, ils ne recoupent pas non plus les zonages statistiques, et en l'occurrence le zonage en aire d'attraction des villes de l'INSEE. Alors, maintenant, bon là oui, si quand même, il faut que je vous en parle. Donc nos mailles habitat, nos regroupements de communes, elles se distinguent en 6 types, pardon. 6 types qui... Ah, pardon, attendez, il y a un truc qui a... Ah, ok, ouais, j'avais pas vu qu'il y avait ce... Pardon. Et donc ces types, en fait, ils croisent à la fois une dominante de localisation, c'est ce qui est représenté sur le graphique de droite, et donc distingue finalement assez classiquement l'urbain, le périurbain et le rural. Et puis, par ailleurs, en fait, ils distinguent les mailles selon en fait leur niveau de tension immobilière. Donc, en gros, ce qui est intéressant avec ce zonage, c'est que le rural, on le retrouve, enfin, on peut l'isoler en considérant le type 1, qui en fait non seulement regroupe des communes de type rural, mais en plus des communes détendues au plan immobilier. Et puis notre urbain, celui dont on se demandera si en fait il génère des flux, enfin des projections vers le rural. Il est contenu dans nos types 3 et 4 qui en fait regroupent des communes à dominante urbaine, on a notre urbain, et plus ou moins tendues selon le type. Le type 3, pardon, recouvrant des communes urbaines relativement tendues, et le type 5 recouvrant des mailles urbaines, elles, pour le coup, tendues. Alors, je vais vous montrer ce que ça... Ah oui, il y a un petit jeu là que j'avais pas du tout... Bon, peu importe. Donc voilà, donc ça produit une géographie assez originale. Ce que je vous propose de retenir de cette géographie, c'est qu'en fait, dans nos types urbains, dans nos mailles urbaines, donc on a 2 catégories, les mailles urbaines tendues et les mailles urbaines moins tendues. Ce qui est assez original, c'est de considérer que les mailles urbaines tendues, en fait, elles ne regroupent pas toutes nos métropoles, telles qu'on a l'habitude de le considérer pourtant. En fait, elles vont concerner essentiellement Paris, Marseille, Nice et Lille. Voilà. Et nos autres métropoles, de même que nos villes moyennes, on en parle beaucoup, on en a beaucoup parlé dans le contexte de la crise sanitaire et autour de ces discussions sur l'exode urbain, et ben elles sont regroupées dans un type qui est donc à dominante
urbaine, mais moins tendue. Voilà, donc un truc un petit peu, enfin voilà, c'est une petite gymnastique qu'il faut faire pour après interpréter les résultats. L'exode urbain, on s'en est donné une définition très stricte. On s'est dit, en fait, l'exode urbain, c'est des projections de l'urbain vers le rural. Donc en gros, on a écarté de l'exode urbain la périurbanisation. Vous verrez que les tendances remettent dans la boucle la périurbanisation, mais on s'est dit, voilà, on va vraiment l'isoler et le considérer strictement. Et donc du coup, en fait, on a regardé relativement aux autres les flux qui partaient des mailles de type 5 urbaines tendues et des mailles de type 3 urbaines moins tendues vers les mailles de type 1 qui, elles, sont non seulement rurales, mais en plus détendues. Bon, j'ai vite passé au résultat parce que là, je sens que ça fait un peu long, même à l'Ouloma. Donc voilà, la crise sanitaire et les marchés immobiliers. Donc, 2 données de cadrage pour commencer, qu'on a du coup extrait de nos exploitations. L'offre et la demande, leur évolution dans le contexte de la crise sanitaire, en tout cas sur ces 3 années qu'on a observées. En gros, ah bah zut alors, voilà. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que l'offre immobilière, les annonces sur la toile n'ont pas cru pendant la crise sanitaire, en tout cas sur nos 3 années d'observation. En revanche, les intentions d'achat, la demande, elle a cru de manière relativement significative. Alors plutôt au cœur de la crise sanitaire. Et en revanche, elle a commencé à décroître à la fin de notre période d'observation, qu'on peut plus ou moins faire correspondre à la fin de la crise sanitaire. Un peu comme si, alors je force un petit peu l'interprétation, un peu comme si les questions d'habitat avaient un petit peu perdu leur caractère d'urgence avec le retour progressif à la normale. En tout cas, en plein cœur de la crise sanitaire, il se passe quelque chose. Et effectivement, comme on a pu l'entendre dire, comme ont pu le relayer certaines plateformes, les Français ont consulté de manière plus importante les annonces des sites immobiliers. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut observer ? Qu'est-ce que nous dit ce réseau de projection géographique qu'on a pu reconstituer grâce à nos données ? Alors, ce qu'il montre de manière très claire, c'est la puissance d'attraction des métropoles. C'est évidemment ce que représente cette carte. Nos métropoles, qu'elles soient très tendues, comme la métropole parisienne évidemment, ou moins tendues, pour celles qui sont figurées en rouge sur la carte, vous le voyez, c'est tout à fait, ça ne fait pas de doute, c'est évident. En fait, c'est elles qui vont générer le plus de projections, mais des projections entre elles et qui vont aussi attirer à elles le plus de trafic. Donc en fait, première image, alors là on est au T2 2020, c'est-à-dire en plein cœur du premier confinement. Ce qui domine, c'est la force de la métropolisation. Et on va le voir, en fait, cette image, elle correspond à ce qui se passait avant la crise sanitaire, 1 an auparavant, au T2 2019, et 1 an après le premier confinement. Voilà, même image, en gros, on peut superposer les trois. Rien ne bouge en apparence, en tout cas dans les grandes largeurs. Voilà. Là, on représente de manière un petit peu stylisée, schématique, notre structure simplifiée des liens entre les types de mailles. Et voilà, même constat sans appel. En fait, l'urbain, qui est représenté en rouge et pour les mailles les moins tendues et en orange pour les mailles les plus tendues, reste encore une fois voilà, ce qu'il y a de plus structurant dans ce réseau de projection géographique, sachant que ce qui apparaît aussi assez clairement sur ce graphique, c'est que le périurbain, qui est représenté en marron, reste pareil, de manière tout à fait inconditionnelle, tout à fait évidente, la seconde force, la seconde puissance structurante de notre réseau de projection géographique. Donc jusqu'à présent, rien ne bouge tellement.
Voilà, et sachant que pareil, avant, après, même photo, à peu de choses près, on est bien en fait dans une certaine stabilité des tendances. Alors j'allais dire des tendances de peuplement. En fait, c'est tout à fait inapproprié, mais vous voyez, c'est le naturel qui revient au galop. C'est difficile de se défaire de, 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 de ces concepts voilà, qu'on manie tous les jours, si je puis dire. On n'est pas dans des tendances de peuplement, puisqu'on est dans des intentions d'achat. On est dans une demande potentielle, mais voilà. C'est à grands traits, la demande potentielle, elle ne change pas avec la crise sanitaire. Donc ça, c'est notre premier résultat. Alors, l'exode urbain dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on peut en dire? Excusez-moi, j'essaye de reprendre un petit peu le fil de mes notes quand même. J'en ai pour une seconde, pardon. Hop. Alors, donc, l'exode urbain, tel qu'on l'a défini, donc de manière un peu stricte, hein, un peu fermée, j'en conviens. Et donc, du coup... Ah zut, alors pourquoi il y a tous ces... Bon, peu importe. Donc, du coup, en fait, les projections d'urbain vers le rural, à strictement parler, il se trouve qu'elles représentent 14% des intentions d'achat en plein cœur de la crise sanitaire au moment du premier confinement. Il se trouve que globalement, à première vue, vous allez voir pourquoi j'insiste sur le terme, cette proportion est stable pendant notre période d'observation. Donc en gros, voilà, l'exode urbain représente 14% des intentions d'achat, qu'on soit en 2019, en 2020 ou en 2021. Ce qui est intéressant avec notre maillage, c'est que ce que nous indiquent ces intentions, c'est qu'elles ne sont pas seulement dirigées vers le rural, elles se dirigent de marchés tendus vers des marchés moins tendus, en l'occurrence carrément détendus, puisque notre catégorie du rural a cette spécificité-là, elle est détendue au plan immobilier. Et ça, on le voit de manière très apparente, très nette, quand on considère les projections des habitants des mailles urbaines les plus tendues, donc ceux qui appartiennent aux mailles urbaines de type 5, qui sont représentés ici en bas. En fait, quand on y regarde de près, ce dont on se rend compte, c'est que ces habitants, en fait, ils se projettent dans des proportions absolument équivalentes dans des mailles moins tendues, et ça, qu'elles soient rurales, type 1, mais aussi périurbaines, type 2, ou urbaines, carrément, type 3, puisque dans le type 3, on recouvre des métropoles moins tendues que les métropoles parisiennes, niçoises, marseillaises et lilloises, et nos fameuses villes moyennes. Donc, l'attention immobilière, l'autre moteur des projections, je crois que ça apparaît tout à fait clairement grâce à ce maillage habitat. Alors, là, il faut que je prenne mes notes parce que je vais essayer d'être rapide aussi. En fait, je vais vous parler un peu de notre petite cuisine, enfin de la cuisine d'Alexandre et de Marianne, parce que moi, je mouline pas tellement en fait avec les données. J'ai des gens qui le font pour moi. Je suis chanceuse. Et alors en fait, ce que je vous ai montré pour jusqu'à présent, ce tableau qui se dessine, c'est le tableau d'une France donc qui est structurée par l'urbain. Et en fait, c'est un tableau qui repose sur une lecture en valeur absolue des projections géographiques des internautes qui sont porteurs de projets d'achat immobilier. Cette lecture, à mon avis, elle a un avantage immense qui est celle de revenir à l'évidence. Non, dans le contexte de la crise sanitaire, on ne peut pas dire qu'il y a d'exode urbain. La crise n'a pas renversé la France urbaine, loin s'en faut. Je pense que je vous l'ai démontré tout à fait clairement. Mais il fallait encore l'objectiver, et encore une fois, c'est ce qu'on a fait. Mais alors évidemment, cette lecture, ce tableau, ces graphes, ces cartes que je vous ai montrées, ils ont également un immense inconvénient, qui est celui de faire plier le rural sous l'urbain et par pur effet de taille démographique. Voilà. En fait, en optant pour une lecture en valeur absolue, l'exode urbain, forcément, il avait une petite place dans le réseau de structures géographiques. Et ça, il fallait
il fallait un petit peu s'en défaire, en gros, adopter une approche relative pour le regarder un petit peu à la loupe, cet exode urbain, ou en tout cas pour regarder à la loupe les intentions de mobilité de l'urbain vers le rural. Donc du coup, on l'a fait. Alexandre et Marianne l'ont fait. On a réalisé ensemble les investigations méthodologiques pour voir comment s'en dépatouiller de ce truc-là. C'était pas si simple que ça. Et en fait, ce qu'on a fait, évidemment, classiquement, on a neutralisé l'effet de taille. C'était le premier enjeu auquel il fallait apporter une réponse. Mais ce qu'on a aussi cherché à faire, c'est à neutraliser l'effet de la croissance du trafic sur nos pages immobilières, dont on a fait le constat tout à l'heure. La demande, en gros, la demande, elle augmente, en tout cas pendant une partie de notre période d'observation. Il fallait qu'on en tienne compte. Il fallait que notre modèle en tienne compte. Donc, on l'a fait de la même manière qu'on a géré l'effet de taille. Et puis après, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est attaché aux écarts à la tendance. En gros, à ce qui est petit. L'idée, c'était d'aller regarder ce qui était petit. Et on est allé regarder, en fait, du côté des projections géographiques qui s'étaient intensifiées pendant la crise, de manière significative statistiquement, quand bien même leur importance quantitative était réduite. Et on a appelé ça des surliens. C'est-à-dire des liens entre types de mailles qui s'étaient accentués, renforcés relativement. La question étant de savoir si en prenant toutes ces précautions, on allait trouver un petit peu d'exode urbain ou pas. Alors, ce qu'on a établi, c'est que, en fait, 10% de l'ensemble de notre trafic immobilier, nos trafics sur nos pages immobilières sur Le Bon Coin, 10% représentaient, alors non pas tellement le changement, ce serait évidemment beaucoup dire, il en faudrait plus, mais des points d'inflexion, de véritables points d'inflexion. Sachant que les 90% restants, c'est ceux qu'on voit sur les cartes, sur la représentation un peu simplifiée de notre réseau, c'est la stabilité. Et donc du coup, j'en viens à mon autre série de résultats pour reparler en fait d'exode urbain. En fait, là, ce qu'on a représenté, c'est ce qui s'est passé sur toute notre période d'observation. Et sur toute notre période d'observation, ce qui apparaît de manière assez claire, c'est que l'exode urbain, donc en fait, il est représenté à travers le point violet et les flèches qui se dirigent vers le point violet. Cet exode-là, il s'est effectivement intensifié. Là, on est vraiment sur des liens relatifs. Et des écarts en fait à la tendance. Donc il y a eu effectivement une certaine intensification de ces mouvements en faveur du rural et de manière plus privilégiée en proximité des zones urbaines les plus tendues. Donc là, pour le coup, on retrouve un petit peu ce qu'on a pu entendre dire, même à chaud comme ça, au moment où la crise sanitaire a éclaté et qu'on a vu plein de gens partir dans leur maison de campagne ou en tout cas quitter les villes quand c'était possible pour eux. Voilà. Donc très clairement, les urbains en quête d'un logement à la campagne ont bien été surreprésentés pendant l'ensemble de notre période. Ceci étant dit, ce que notre graphique illustre également très clairement, c'est cette accentuation des projections, cette accentuation des projections vers le rural, elle n'est évidemment pas la seule tendance à l'œuvre. Et il se trouve que de nouveau, l'urbain en général et les marchés urbains les plus tendus en particulier, donc qui sont signifiés en jaune, ont vu également leur attractivité s'accroître relativement pendant la période. Voilà. Et c'est également le cas de leurs couronnes périurbaines qui sont, elles, représentées en bleu sur le graphique. Ceci étant dit, les surliens qui ciblent le rural, donc les intentions, les projections géographiques de l'urbain vers le rural,
En fait, elles se sont particulièrement intensifiées pendant, en gros, le premier confinement. En gros, cette espèce de sursaut de l'exode urbain, en fait, il est hyper limité dans le temps. En tout cas, c'est ce qu'on a observé. Et il est limité, si je puis dire. Quand on détaille après par sous-période, il est limité en fait au moment du surgissement de la crise et au moment du premier confinement. Voilà. Sachant que c'est ce que montre le premier graphique à gauche, dans la même période, dans le même temps, le périurbain, je dirais, bat son plein également. Et ce qui se passe dans la période successive, dans la seconde, entre le premier confinement et la fin de l'année 2021, en tout cas le retour progressif à la normale, c'est une sorte de retour aux tendances préexistantes. Donc, en gros, métropolisation, urbanisation et périurbanisation, c'est représenté en jaune, rouge et bleu. Alors, je crois que tout à l'heure, on me posera une question sur l'effet du réchauffement climatique sur l'attractivité de certaines zones. En tout cas, on a très peu exploité les données relatives en fait aux vignettes vertes, parce que ces vignettes vertes, elles représentent en fait des mailles complètement hétérogènes, des mailles à la fois urbaines, périurbaines et rurales, des mailles également tendues, très tendues. La caractéristique en fait commune à l'ensemble de ces mailles étant qu'elles ont une vocation plus résidentielle et plus touristique que les autres mailles. Voilà, donc là, voilà, le vert, je vous dis, on était un peu mal à l'aise avec ce type de maille, donc on l'a un peu écarté, mais bon, là, on peut pas dire que... On peut pas passer sous silence, en fait, l'importance qu'il revêt dans cette seconde partie de la crise sanitaire. Alors, maintenant, on va, je dirais, un peu plus jouer à la sociologie. Enfin, je vais faire un peu plus la sociologue. Donc, vous voyez, ces réseaux, ils disent des choses quand même, ils nous apprennent des choses, ils permettent de revenir sur les idées toutes faites, de se rappeler que, en fait, quand on parle d'effet de crise, il faut prendre tout un tas de précautions. Parfois, donc, se tourner vers des données nouvelles, même non conventionnelles, avec toutes les limites qu'elles ont. Voilà, mais alors du coup, nous, ce qui nous embêtait, c'est qu'on n'avait pas de chair, en fait, dans tout ça. On ne savait pas qui de nos urbains regardait vers le rural. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on complète notre jeu de données par une enquête par questionnaire. Donc là, on a fait vraiment les sociologues de base, enquête par questionnaire. On s'est de nouveau tourné vers la plateforme Le Bon Coin, parce que Le Bon Coin, c'est bien, ils ont une communauté d'internautes très, très riche. Une communauté qui a l'habitude d'être sollicitée, qui donne des taux de réponse assez satisfaisants et tout. Donc, on a tenté le tout pour le tout. On s'est dit, OK, on va interroger la communauté des internautes. Sachant que ça paraît simple, mais aller chercher des porteurs de projets, en fait, c'est pas si simple que ça. Quand on se tourne vers des instituts de sondage, on l'a fait par ailleurs avec Alexandre sur une autre enquête. En fait, il y a plein de catégories de porteurs de projets, et notamment celle des vendeurs, qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de mal à attraper. Et donc là, on s'est dit, bon, voilà, on va tenter, on va voir ce que ça donne. Alors, vous allez voir, on n'a pas des milliards de réponses, mais on en a, et on en a suffisamment. Alors, non pas pour dresser un portrait en bonne et due forme de l'urbain en quête d'un logement dans le rural dans le contexte de la crise sanitaire. Mais on a des éléments intéressants, et d'autant plus intéressants que pareil, ils contredisent, en tout cas, ils viennent un petit peu interroger les idées toutes faites. Alors, je vous partage ces résultats. Un petit peu en prose, parce que nos résultats, ils sont un peu fragiles. Donc, en fait, on s'est adressé... Enfin, l'idée, c'était vraiment de caractériser nos 14% d'urbains qui se projettent dans le rural, à proprement parler.
Mais évidemment, il fallait les caractériser relativement aux autres internautes. Donc en gros, on s'est adressé aux internautes qui avaient consulté une annonce immobilière sur le site du Bon Coin depuis 2 ans. On était en 2021, ça nous permettait de remonter en 2019. On a obtenu un échantillon de 1725 répondants. Et puis on leur a posé tout un tas de questions sur leur projet, leur motivation, le type de leur projet également. Est-ce qu'ils comptent acheter, louer, est-ce qu'ils se tournent vers l'achat d'une résidence principale ou d'une résidence secondaire? Ça, c'était aussi quelque chose qu'on ne pouvait pas évidemment capter avec nos données de navigation. Et c'est très important parce qu'on a bien vu à l'œil nu, au moment où la crise a surgi, que en fait, ce qu'on voyait comme mouvement, c'était des mouvements qui, en fait, parfois se dirigeaient vers des résidences secondaires. Voilà, on sait bien que quand on consulte une annonce immobilière, on peut aussi bien se projeter dans un achat, que dans une location, dans l'achat d'une résidence principale, d'une résidence secondaire, d'un investissement locatif. Et ça, c'est très riche. Et c'est d'autant plus important à considérer que ça n'a pas le même effet localement sur les marchés. Le type d'achat ou de comment dire, enfin bref, ou de location, peu importe. J'avais un autre terme, un autre truc en tête, mais ça m'est pas revenu. Et donc du coup, grâce au questionnaire, on a pu un petit peu se faire une idée de ce panel en fait de situations. On leur a évidemment posé la question de leur lieu de résidence et de là où ils se projetaient. Des questions de contexte professionnel, familial, la question de la crise, on y reviendra. Et puis évidemment, on est revenu à nos caractéristiques d'âge, de sexe, de PCS. Voilà, on a fait un questionnaire le plus simple possible, le plus bref possible pour pas les perdre en cours de questionnaire, ce qui est très fréquent dans ce genre de démarche. Alors, on a rencontré plein de limites. Je vous dis, on n'est pas hyper à l'aise, pas hyper satisfait des résultats qu'on a obtenus. On a dû redresser pas mal. On avait en fait des sous-réponses dans certaines zones géographiques, celles qui nous intéressaient. Donc, il a fallu un peu tordre tout ça. On l'a fait avec toutes les précautions nécessaires, de la manière la plus propre possible. Mais bon, c'était un peu au forceps, on va dire. Et puis évidemment, structurellement, en fait, nos urbains en quête d'un logement dans le rural, ils étaient pas très nombreux. Ils étaient au mieux 14% de notre échantillon. Ça faisait pas un masse pour le coup, on avait un nombre d'observations un peu limité pour faire des stats. Mais on a quand même trouvé, finalement, on a quand même dressé un portrait très exploratoire, vous l'avez compris, qui détonne avec les discours médiatiques et alors qu'on ne prendra pas pour argent comptant, mais qu'on pourra considérer un petit peu comme un signal, un avertissement. Attention aux analyses, aux interprétations un peu hâtives, rapides, notamment des effets de crise. Alors en gros, ça va être très rapide. Ce qu'on a trouvé, c'est que les urbains en quête d'un logement à la campagne, ce ne sont pas forcément des télétravailleurs issus des catégories supérieures. C'est ce qu'on entendait beaucoup dire. Ça nous paraît loin d'être évident. Il se trouve que parmi nos candidats urbains, nos candidats à l'exode urbain, si je puis dire, nos professions intermédiaires étaient surreprésentées. Alors, entre guillemets, sur le surreprésenté. Il y avait un effet sur la PCS qui avait l'air assez solide. Et puis, quant au projet de l'ensemble des candidats à l'exode urbain, il se trouve qu'ils étaient ni plus souvent ni moins souvent liés à un projet professionnel que les autres projets des internautes qui consultent des annonces de logement. Le télétravail, c'est pas un sujet. Ils sont aussi moins souvent liés à la situation familiale et plus souvent à une stratégie d'anticipation de la retraite. Donc en gros, on ne déménage pas, on ne se projette pas à la campagne parce qu'on a des gamins et qu'on n'en peut plus de Paris et de ces petits espaces ou de Nantes, enfin bref, non. On se projette à la campagne quand on approche de la retraite. D'ailleurs, du coup, on n'est pas immédiatement tourné vers l'achat d'une résidence principale.
on peut plus facilement envisager soit un investissement locatif en attendant de pouvoir soit vivre entre deux lieux, soit de rejoindre le rural. Voilà, ou donc l'achat d'un bien pour l'avenir. Et puis alors, autre surprise de taille, les projets résidentiels de nos candidats à l'exode urbain, comme l'ensemble des projets résidentiels qu'on a pu capter à travers cette enquête par questionnaire, pardon, eh bien, ils sont très rarement liés à la crise sanitaire. Quand on leur demande quel lien voyez-vous entre votre projet et la crise, dans 90% des cas, les candidats à l'exode urbain, comme l'ensemble des internautes qui se projettent partout en France dans l'achat d'un bien, nous disent bah non, en fait, il n'y a pas de lien avec la crise. Donc voilà, est-ce que je rassemble un petit peu mes résultats? Je crois que c'est assez clair. En plus, en fait, on n'en a pas 50. En gros, ce qu'on se borne à dire, c'est que l'exode urbain, bah oui, pourquoi pas, mais hyper isolé dans le temps et à condition de le regarder à la loupe. Et en gros, l'idée, c'est de dire, bah, en fait, en France, rien ne bouge. Métropolisation, périurbanisation. Les données de l'INSEE, notamment le dernier tableau de la France et de ses territoires de l'INSEE, montrent qu'il y a bien des tendances massives qui s'infléchissent depuis le début des années 2000, desserrement de l'emploi, regain justement un petit peu de certaines communes rurales, mais sous influence urbaine en général. Tout ça, ça bouge un petit peu, mais en fait, quand on regarde la tendance lourde, bah, rien ne change. Rien ne change. Alors, ceci dit, il n'en demeure pas moins, je ne l'ai pas dit, mais en fait, c'est ce qu'on a tout de suite eu très clairement en tête, notamment du fait de notre source de financement. C'est le réseau rural français qui nous a financé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'est dit, s'il se passe quoi que ce soit, il faudrait quand même qu'on puisse un petit peu l'anticiper, parce qu'il va falloir mettre des moyens, en fait. Enfin, il va falloir accompagner les territoires ruraux dans l'accueil éventuellement de nouveaux ménages, alors qu'ils soient à demeure ou en résidence secondaire, qu'ils investissent, qu'ils mettent en location, enfin tout ça, ça s'accompagne. Et donc en fait, ce qu'on se dit en fait, malgré tout, c'est que en fait l'exode urbain, c'est pas parce qu'il est petit, c'est pas parce qu'il concerne des petits flux qu'il peut pas avoir de gros effets localement. Donc effectivement, l'intérêt de se porter sur des petits flux et sur des petites tendances est, de ce point de vue, à mon avis, totalement entier. Il demeure absolument entier. Et alors, on a 2 nouveaux chantiers de recherche qui reposeront sur l'exploitation de ces données du Bon Coin. Mais c'est des chantiers qui vont reposer sur la même extraction, enfin le même jeu de données. On n'a pas pu encore le faire actualiser, ce jeu de données. Bon, alors pourtant, les données sont dispo en temps réel, hein, quasiment, mais on n'a pas pu on n'a pas pu obtenir du Bon Coin qui nous fasse une nouvelle extraction. Ce sera probablement pour l'année prochaine. Et du coup, en attendant, on mouline, mais on se dit en fait, voilà, on parle de nouvelles crises, etc. Voilà, suivre dans le temps long ces données pour mesurer des effets de crise et se départir un peu d'analyse, d'interprétation un peu rapide. J'espère vous avoir démontré que ça pourrait avoir du sens et de l'intérêt. Merci beaucoup. Merci. Merci Claire pour ces informations très précises. J'allais dire Claire, évidemment, on est tous intéressés pour comprendre ces mouvements. Il y avait des questions, il y en aura. J'en propose une déjà, comme ça au moins la première est faite. Pardon. Les questions de mouvement, alors la crise sanitaire c'est une chose, hein, mais évidemment la question de l'évolution liée au changement climatique, est-ce que ça va avoir des incidences ? On pense qu'on a cette question tous en tête. Il y a aussi une question qui est celle de la prise de conscience de l'évolution climatique au sens de la performance du bâtiment, non pas simplement des évolutions de géographie. Est-ce que ça a des incidences ? Est-ce qu'on commence à voir des choses ? Est-ce qu'on peut en voir des conséquences sur l'acte de construire ? Puisque c'est un petit peu ce qui nous lie tous, membres de l'OMA. Est-ce qu'il y a des éléments de réponse qu'on peut apporter ?
Écoutez, en tout cas, je n'ai pas construit d'éléments de réponse. Je m'y suis pas attaquée. Donc, je peux vous dire ce que j'en pense, mais bon, ça On prend. ça sera pas aussi, je dirais, étayé que ce que j'ai pu partager avec vous aujourd'hui ou d'autres sujets sur lesquels j'ai travaillé. Alors, ceci, en petite parenthèse, un de nos deux chantiers de recherche qu'on commence là sur le même jeu de données, en fait, il va porter. Alors, enfin, l'idée, c'est de travailler de nouveau France entière. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que les projections géographiques des Français rencontrent en fait les territoires de la promotion immobilière. Donc, dans quelques mois, d'ici la fin de l'année, alors je ne réponds pas directement à votre question. Bon, en plus, j'ai pas encore les résultats, mais d'ici quelques mois, on aura quand même, en tout cas, des éléments de réponse sur la manière dont les Français se projettent relativement au territoire de la construction neuve, quoi. Bon, parenthèse, fin de la parenthèse. Après, moi j'ai l'impression, mais encore une fois, je suis un peu embarrassée de vous répondre. Je sais pas si c'est très intéressant, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'on puisse observer encore d'infléchissement de tendance. Enfin, le littoral reste survalorisé. J'ai pas l'impression que le changement climatique et que le retrait du trait de côte, en tout cas dans les faits, se traduisent par un reflux des transactions, baisse de prix, etc. Enfin, moi, il me semble qu'on en est loin, sachant que là encore, hein, l'attractivité des littoraux, dans une étude, il y a une dizaine d'années, on avait titré, c'était un peu lourd, hein, mais l'appel de l'Ouest, bon, pareil, c'est pas nouveau. Je pense que ça s'ancre dans des tendances très lourdes. Et ça n'a pas seulement à voir avec les aspirations des ménages, ça a aussi à voir avec le développement de nos territoires, avec leurs ressources. Enfin, en gros, on va là où il y a du boulot, là où il y a des services, là où il y a des équipements. Et il se trouve de ce point de vue-là, notre littoral a beaucoup à donner. Donc moi, alors, je serais curieuse d'avoir vous, votre sentiment. Est-ce que vous pouvez en observer avec votre observatoire ou par ailleurs? Mais moi, j'ai l'impression que pour l'instant, on n'a pas encore... voilà. De même que je travaille actuellement à la réalisation d'une enquête auprès de syndics de copropriété. Et évidemment, une des questions qui se pose est celle de la rénovation énergétique. Et du coup, je dirais en background celle de la valeur verte. Bon, ça n'a pas l'air d'avoir encore tout à fait... ça n'a pas l'air d'être encore monté tout à fait très clairement à la conscience, sinon éventuellement pour les propriétaires bailleurs. Mais voilà, la question est imminente. L'enjeu est là, mais je ne suis pas sûre qu'il ait encore eu raison des comportements habituels et tendanciels des ménages. Oui, sur les flux, en tout cas, qui alimentent les besoins de logement, on voit sur l'étude de l'INSEE là, de novembre une augmentation importante de régions littorales. Donc cette tendance est toujours là, à contrario d'autres zones géographiques. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette vision littorale qui est répartie autant au sud que sur l'ouest, va pas être un peu plus importante dans les années à venir sur l'ouest au détriment du sud, on va dire, compte tenu de ce réchauffement et cette qualité d'espace peut-être moins agréable, parce que 2 degrés de plus dans nos territoires, c'est bien, 2 degrés de plus dans un territoire qui est déjà très chaud, c'est peut-être un peu insupportable. C'est cette question-là, finalement, qui, dans cette question de l'exode, des modifications des flux, pas de réfugiés climatiques, on ne peut pas parler de ça, mais il y en aura sans doute. Ce sera un élément qui nous intéresse à l'avenir, évidemment. Oui, tout à fait. Alors après, c'est difficile de se projeter. Non, je pense qu'il faudrait... voilà. Je crois vraiment dans l'intérêt de s'emparer de ces données non conventionnelles et notamment de navigation sur les portails d'annonces immobilières pour non pas anticiper les tendances à venir, quoique on est quand même dans de la projection, donc on n'est pas encore dans du réalisé. Ça a peut-être une vocation à indiquer de nouvelles tendances potentielles ou des infléchissements de tendances, etc. Je crois qu'il faut vraiment... je pense que, voilà, pour répondre à la question, il faudrait au mieux pouvoir s'emparer de ces données en temps réel que nous fournissent
les plateformes avec évidemment toutes les limites qu'elles comportent, et évidemment dans un jeu de croisement avec des données plus conventionnelles telles que celles que vous produisez vous-même. Une autre question? Ah. Bonsoir. Moi, j'ai une question plus sur est-ce que vous arrivez à mesurer l'exode urbain subi et celui désiré? Quand on voit le contexte inflationniste et le prix des logements dans les grandes métropoles, est-ce que ça, vous arrivez à le... Clairement, on n'arrive pas à le faire avec les données non conventionnelles, puisqu'encore une fois, elles sont en général désincarnées. Il y en a qui ne le sont pas. Par exemple, les données qui sont extraites des moteurs d'estimation automatiques, elles sont un peu plus caractérisées, un peu plus qualifiées que celles qu'on tire de la navigation des internautes. Mais en tout cas, elles ne permettent pas de répondre à ce type de questions. Ça, c'est d'autres données ou des enquêtes par questionnaire qui permettent d'y répondre. Sachant que votre question, elle soulève aussi, en fait, je pense, la question du contexte actuel. Voilà. Enfin, on n'est plus en 2020. Les temps ont changé et on a aujourd'hui d'autres effets, effectivement, très forts, en tout cas supposément très forts sur les aspirations, sur les projections des Français. Sachant que la contrainte du prix, pareil, elle est pas nouvelle. Elle s'accentue avec le durcissement des conditions d'emprunt, mais elle est assez excluante depuis quand même un petit bout de temps. En tout cas, nous, on ne peut pas mesurer l'exode choisi et l'exode subi. Ça, c'est clair qu'on ne peut pas le faire avec ces données-là. Je voudrais vous demander une précision, parce que c'est peut-être une erreur d'interprétation de ma part. Pour moi, si j'ai bien compris, le but de votre étude, c'était de mesurer la réalité de l'exode urbain. Et en fait, dans la méthodologie, vous utilisez le trafic Internet des consultations d'annonces qui sont en ligne. C'est bien ça. Mais du coup, c'est des désirs de souhaits, parce que de façon tangible, comment est-ce que Le Bon Coin sait que des transactions sont réellement effectuées vous voyez ce que je veux dire? Là, Oui, il y a tout un à fait. trafic, donc c'est l'intérêt des internautes et des foyers français sur ces biens qui sont dans ces zones rurales, mais comment est-ce que vous en mesurez le côté tangible derrière, du côté effectif des transactions qui ont lieu et moi, alors, c'est vrai que c'est la fin de semaine et la fin de journée, donc mon attention a peut-être eu des trésots, mais il me semblait qu'on passait que vous tiriez des conclusions à partir finalement d'un trafic de consultation de sites. Oui, tout à fait. Non, on ne parle pas de transaction, on ne parle pas de réalisation, on parle de projet, d'intention. Mais le pari qu'on a fait, c'est de se dire que en fait, l'intention, elle peut potentiellement dire plus justement que la réalisation. Et qu'en fait, s'il n'y avait pas d'exode urbain dans l'intention, il y avait encore moins de chances qu'il y en ait dans la réalisation. Elle est un peu au-delà de la réalisation, sachant que l'intérêt de l'intention, c'est qu'elle est moins dépendante des conditions de marché que la réalisation. Les marchés immobiliers, ils opèrent un peu un tri, une sélection des populations. L'intention ne le fait pas. Enfin, voilà, l'intention, elle est plus libre, elle est plus détachée des conditions de marché, relativement, parce que quand on va sur un site, on est déjà dépendant de l'offre qui est publiée, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, c'est notre prisme, c'est celui qu'on a adopté en trouvant dans ces données non conventionnelles de navigation une solution pour répondre un petit peu sur le vif à cette question de l'exode urbain. Sachant, ceci dit, que d'autres recherches ont été faites en parallèle, notamment dans le cadre du programme qu'a initié donc, la plateforme
POPSU sur cette question de l'exode urbain. Je pense à des travaux de Julie Le Gallo et Marie Breuillet, qui sont économistes, et qui, elles, ont travaillé. Alors, elles ont travaillé aussi à partir de données de plateforme, mais pas seulement. Elles ont également travaillé en partenariat avec Meilleurs Agents, sachant que Meilleurs Agents, dans le cadre de ce projet de recherche, a regardé ce qui s'était passé du côté de la transaction, évidemment, des projets réalisés. Et elles, ce qu'elles ont fait, en parallèle à ce travail qui était plutôt dirigé, réalisé par Meilleurs Agents au sein de leur groupement, elles se sont penchées sur les données de la Poste et de réexpédition définitive. Donc là, pour le coup, elles pouvaient capter sans attendre en fait le retour, la consolidation des données de transaction. Elles l'ont fait avant que Meilleurs Agents s'en chargent de leur côté. Voilà, elles ont pu en fait regarder où avaient en fait déménagé les gens qui avaient demandé à ce que leur adresse de destination soit définitivement redirigée par la Poste. Par ailleurs, je ne sais pas si on a entendu parler, mais il y a Olivier Boulba-Olga qui, lui, a travaillé sur les inscriptions scolaires, les données du ministère de l'Éducation nationale. Et en fait, Olivier Boulba-Olga, d'un côté, avec les réinscriptions scolaires, alors qui concernent une population un peu spécifique, de familles avec enfants, etc. Mais en tout cas, ça dit quelque chose déjà. Et puis, de l'autre côté, donc, cette équipe d'économistes qui s'est attaquée à l'exploitation des données de réexpédition de courrier de la Poste. En fait, ces recherches convergent vers nos résultats. Enfin, l'ensemble de nos résultats convergent, en gros, sont convergents. Voilà. En gros, il s'est passé quelque chose, mais évidemment, ce n'est pas de l'ordre de l'exode, ce n'est pas massif, c'est plutôt marginal. Et ce qui demeure évidemment majeur et incontournable, c'est la métropolisation et la périurbanisation. C'est peut-être décevant d'en venir à ça, mais en fait, c'est quand même une évidence. Et je crois que passer la crise, c'est bien aussi de revenir à ces évidences-là. Parce que derrière la métropolisation, derrière la périurbanisation, il y a du lourd, quoi. Il y a des dynamiques de peuplement, il y a des dynamiques de développement de l'emploi, et c'est quand même ça ce qui est le plus structurant, ce qui est le plus déterminant dans les mobilités résidentielles des Français. Sachant que ce qui est quand même intéressant, je ne l'ai peut-être pas assez appuyé, mais avec nos données, c'est que on ne parle pas que d'achat potentiel, on ne parle pas que de mobilité potentielle. On parle de projets d'achat et également de résidences secondaires, d'investissement locatif. Donc on parle de transactions qui potentiellement, de transactions potentielles qui peuvent avoir des effets localement, mais qui ne vont pas forcément induire une mobilité résidentielle. Donc on dit un peu plus encore. Voilà. On ne parle pas de réalisation, mais on parle plus largement, on entrevoit plus largement l'effet des transactions potentielles sur les marchés locaux. Justement, effet des transactions par rapport au Bon Coin et d'autres plateformes qui agrègent aussi les prix des transactions. Finalement, l'exode urbain, c'est un simple malentendu, mais à l'époque, il y a eu une hyper-médiatisation. Est-ce qu'elle entraînait de la part, une analyse de la part des prix pratiqués au moment justement où les médias disaient tout le monde quitte les villes, veut aller en campagne? Est-ce que le Bon Coin a agrégé ces données au niveau des prix? Puisqu'ils le font, ils ont des données statistiques sur les prix. Est-ce que vous en avez profité pour faire peut-être aussi une analyse sur les prix pratiqués et comment ces prix évoluent-ils maintenant au fil du temps? Alors, on ne l'a pas fait, mais d'autres l'ont fait. Mais nous, on est plutôt du genre à avoir tendance à penser que l'idée selon laquelle le prix serait purement et simplement la rencontre de l'offre et de la demande, et que du coup, quand il y a plus de demandes, il y a plus de... ça nous paraît pas aussi évident que ça. Et donc, il y a plein de gens qui ont dit, regardez, à la campagne, les prix augmentent, il y a un exode. Je ne suis pas sûre que ce soit aussi évident. En tout cas, le lien entre des projections, des projets, des réalisations de transactions et la croissance des prix, je pense qu'il reste à prouver. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que les prix ils sont beaucoup plus sensibles aux conditions d'emprunt, et notamment au taux.
qu'à l'offre ou qu'à la demande. Mais bon, on est sociologue, on aime bien titiller les économistes. Mais en tout cas, il y a plein de gens qui, effectivement, observent des augmentations de prix significatives à la campagne, dans les villes moyennes, dans un certain nombre de métropoles, et au contraire, qui observent la stagnation ou un petit retrait des prix dans certaines métropoles, à commencer par Paris, et qui disent, vous voyez, ça bouge. Bon. Je ne sais pas ce que ça peut dire effectivement des mobilités résidentielles ou des projets d'achat de résidences secondaires ou d'investissement des Français. Ça dit quelque chose, mais est-ce que ça parle vraiment de ça? Je ne sais pas. J'en suis pas certaine. Oui, bonjour. Ma question va un peu dans le sens de la deuxième intervention et la première de Julie. Vous avez observé la demande sur 3 ans et sur l'échantillon que vous avez fait en questionnaire, est-ce que vous avez quantifié ceux qui ont passé le pas, qui ont concrétisé? Parce que la demande, avant Covid, après Covid, elle a toujours été là. Elle est aujourd'hui, elle est nécessaire pour une transformation, mais pas suffisante. Il y a évidemment des critères budgétaires. Il y a tout un tas de paramètres qui peut qu'un projet immobilier évolue dans le temps. Est-ce que vous avez fait ce travail-là? Parce qu'il y a pas mal de demandes de choses qui n'existent pas. Et pas seulement sur le littoral dont vous avez à juste titre souligné l'intérêt. Dans nos métropoles, vous n'avez quasiment pas de logements à louer disponibles. C'est un lieu commun de le rappeler. On n'est pas au bord de la mer. Est-ce que vous avez quantifié ceux qui ont franchi le cap? Non, alors effectivement, la demande qu'on capte, elle dépend de l'offre publiée. Elle correspond à des aspirations, mais des aspirations qui sont quand même contenues, déterminées par cet effet d'offre. Donc on ne sait pas, considérer les aspirations qui ne trouvent pas de solution possible dans l'offre. Ça, c'est une première chose. Et puis non, en fait, pareil, pour répondre, comme dans la réponse à monsieur, là, non, on n'a pas les réalisations. Et dans notre enquête par questionnaire, de toute façon, vous voyez, on avait des effectifs qui étaient trop fragiles pour aller travailler sur des sous-échantillons. Donc on s'en est tenu un peu aux grandes tendances. Enfin, voilà, ce qui était le plus raisonnable d'exploiter comme données. On les a, ceux qui ont réalisé leur projet, mais en fait, ils sont pas assez nombreux pour qu'on puisse en tirer des conclusions statistiques. On pourrait les décrire, voilà, dans une perspective un peu micro. Allez, une dernière question. Alors très courte, elle sera double. D'une part, à l'échelle de nos territoires Nantes et Rennes, est-ce que sur cette notion de flux, vous êtes descendu à l'échelle entre, par exemple, Nantes et le littoral, Rennes et le littoral, sur ces flux migratoires et les 14% que vous évoquez, est-ce qu'ils sont aussi, on va dire, déclinés sur ces flux de métropole? Et puis deuxième question plus générale par rapport à votre commanditaire, quelle a été sa perception de vos conclusions par rapport à ce qu'il attendait? Alors, en fait, le commanditaire, je ne sais pas tellement. Je pense qu'il a pris ça très au sérieux, mais en fait, notre sujet a perdu un petit peu de son caractère très chaud, non pas parce que en fait, parce qu'en fait, on a tous conclu qu'il n'y avait pas d'exode urbain, en gros. Mais c'était plutôt pour des histoires d'agenda politique, en fait. Pendant notre recherche, le ministre a changé. Et en fait, voilà, c'était plus tellement un sujet à l'agenda. Il est revenu dessus depuis. Mais en fait, il y a eu un moment où le sujet chaud, il était ailleurs. Et donc, du coup, on a mis beaucoup de temps, d'ailleurs, beaucoup de temps, à pouvoir diffuser nos résultats. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on vous parle
je vous sers un plat un petit peu réchauffé. Mais non, le commanditaire, je pense que voilà, il était prêt à tout entendre et que c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de flux qu'il y a pas des flux, que ces flux n'ont pas des effets, encore une fois, très importants localement. Donc de toute façon, il y a des effets à prendre en charge et à accompagner. Et je pense que c'était important de pouvoir le souligner et l'objectiver. Moi, là, je vous ai présenté que des résultats très, très macro. Mais en fait, on pourrait évidemment zoomer. J'aurais peut-être dû le faire pour cette conférence. Je suis désolée. On peut effectivement zoomer par région, par métropole, à l'échelle qu'on veut, en fait. Puisqu'en fait, nos flux, alors nous, on les a reconstitués à la maille. Ils sont plus disponibles dans notre jeu de données à la commune, mais potentiellement, on peut regarder à la commune. Et à la maille, déjà, effectivement, il y aurait probablement de quoi dire, sans aucun doute, de quoi dire sur Nantes. Je peux éventuellement vous conseiller, si vous voulez vraiment avoir une réponse sans tarder, immédiate à votre question. L'autre équipe quantitative, l'équipe d'économistes que j'ai citée tout à l'heure, donc celle de Marie Breuiller et de Julie Le Gallo, a développé un petit outil, une carte interactive qui s'appelle PopFlux, qui est hébergée sur le site du PopSu. Et qui vous permet de vous balader en France et de repérer, en fait, parce qu'ils ont fait une analyse d'une autre manière que la nôtre et avec d'autres données, celles des données, des données de navigation du Bon Coin notamment, pas du Bon Coin, de Meilleurs Agents. Mais en tout cas, voilà, ça permet de... Voilà, nous, on l'a dans notre machine, on peut nous-mêmes zoomer et puis faire des extractions, etc. Mais elles ont développé un outil qui est à la disposition de tous sur le site de PopSu. Parfait, ce sera peut-être le mot de la fin, l'ouverture sur un outil qui nous permet de voir des choses intéressantes. Merci Claire pour cette intervention. On peut vous applaudir.